Bonjour, je vous propose un pari. Le pari de faire revivre des enfants abandonnés, orphelins, des enfants handicapés ou aveugles et qu'on considère, il faut bien le dire, comme des légumes. Ça se passe au Cambodge. Je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire qu'en France, la vie n'est pas si rose, alors pourquoi partir si loin? Eh bien, les Ailes de l'Espoir a fait le pari de soutenir à l'étranger un projet humanitaire défendu par un Français. C'est un parti pris, il y en a d'autres, c'est vrai. On a choisi celui-là. Alors aujourd'hui, on part au Cambodge. Tout le monde connaît plus ou moins le Cambodge. C'est situé entre le Laos, le Vietnam et la Thaïlande, le pays des temples d'Angkor, le pays des rizières, de la mousson. Ce qu'on connaît moins bien du Cambodge, ce sont les 21 ans de guerre, le génocide, les mines antipersonnelles qui truffent le pays, la misère, la corruption aussi. Le Cambodge est un pays où on ne mange pas à sa faim. Alors bien sûr, les premières victimes, ce sont les enfants. Or, 50% de la population a moins de 15 ans. Aujourd'hui, on va voyager ensemble. Vous serez surpris, vous serez choqués aussi. Face à ces enfants voués à mendier, à se prostituer, à sauter sur une mine ou à mourir même, faute de soins. Mais enfin, on n'est pas là pour pleurer, au contraire. Parce qu'au Cambodge, on a rencontré un homme formidable. Il s'appelle Benoît Duchâteau, il a 30 ans et il se démène pour que ses enfants aient une vie normale. L'émission est en direct, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez et aider, bien sûr, aussi matériellement Benoît. Mais avant, je vous le présente. Vous savez que là-bas, on l'appelle Benito. Quand j'étais en Thaïlande pour le groupe Accor, j'aidais une famille dans les camps de réfugiés et un jour j'étais voir ce qui s'y passait. Et là j'ai découvert un monde qui était à côté de Bangkok, puisqu'il n'y avait que 6 heures de bus. Un monde qui était totalement différent puisque c'était la deuxième ville de Cambodgien dans le monde, site 2, avec 215 000 personnes sur 7,6 km². Eh bien, je me suis dit, j'ai peut-être un devoir par rapport à cette population qui, elle, n'a pas choisi d'être là. Et comme d'autres Français, eh bien, j'ai accepté de passer 1 an à enseigner la comptabilité à des adultes. Et en fait, parallèlement, des Cambodgiens sont venus me voir et m'ont demandé de les aider à financer des programmes pour des enfants abandonnés. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en tapant donc, le groupe Accor, en tapant les copains, en tapant les expatriés de Bangkok. Et puis petit à petit, eh bien, les petites gouttes font des flaques, qui font des ruisseaux, qui permettent de créer Khru Sant Mai. Ma famille était un petit peu surprise au début, très agréablement surprise quand j'ai annoncé que je partais pendant 1 an. Et puis, bien évidemment, le Cambodge, c'est loin de la Savoie, c'est loin de la France. Et pour mes frères et sœurs, pour ma mère, pour mes parents, pour ma mère en particulier, c'était un petit peu difficile de voir que j'allais pas revenir souvent. Et maintenant, ça fait donc 6 ans que je suis en Asie. Ils se sont habitués petit à petit. Mais ils ont toujours été là, ils ont toujours été les premiers à financer, les premiers à apporter leur contribution aux activités de Khru Sant Mai et ils continuent. Khru Sant Mai veut dire nouvelle famille. C'est votre nouvelle famille aujourd'hui? C'est un petit peu ma nouvelle famille, mais c'est surtout la nouvelle famille de ces enfants qui, abandonnés, qui délaissés, qui handicapés, eh bien, retrouvent une vie d'enfant, retrouvent une famille, retrouvent une communauté dans laquelle ils peuvent évoluer, dans laquelle ils peuvent grandir et qui leur permettra d'être des adultes demain capables de reconstruire le Cambodge. Benoît est plus le père et le protecteur des enfants. C'est parce eux, ils disent toujours, il appelle aussi Papa Benito. Hein. J'aime pas beaucoup cette image de père. Je crois que je suis un petit peu comme un accoucheur. Je permets à des choses de se mettre en place. Je permets à des programmes de naître et à des Cambodgiens de prendre leurs responsabilités. Mais pour vous, ce sont un petit peu vos enfants? On s'y attache forcément quand vous regardez Wana, quand vous le regardez vivre, quand il vous surprend tous les jours. Chaque fois que j'ai envie de me lever ou je me lève de mauvaise humeur et que je vois évoluer Wana, que je le vois rire, que je le vois jouer au ballon, ben, on a envie de se dire, on se plaint pour rien, on est stupide, on leur donne pas grand-chose, c'est une main tendue qui coûte pas grand-chose pour nous et qui fait énormément ici. Ça me fait quand même un peu surprise de voir un jeune
il n'est pas très jeune, mais il n'est pas encore marié. Et qu'il aime les enfants, même des fois mieux que nous. Votre plus belle image, la première qui vous vient en tête? Ma plus belle image, j'ai envie de dire des rizières, des enfants heureux sur un buffle au milieu d'une rizière, ou si quelque chose de très beau aussi, c'est un enfant des rues qu'on avait ramené dans sa famille à Siem Reap, et la mère qui le croyait mort, eh bien, a retrouvé son fils, et c'était assez extraordinaire. Si c'était à refaire? Je crois que je le referai, même si parfois c'est difficile, même si on a tendance parfois à déprimer parce que les choses ne sont pas faciles, parce que beaucoup de mes amis sont loin, parce que le Cambodge reste un pays compliqué et qu'il n'est pas toujours évident d'avancer, même si après 4 ans et demi ici avec le Centre May, on a montré qu'on avançait bien. Benoît est à Phnom Penh, à des milliers de kilomètres d'ici, et pourtant il est tout près parce qu'il nous écoute au téléphone. Vous savez que l'émission est en direct, vous pouvez intervenir, et pour intervenir justement, vous avez 3 outils. Vous avez le téléphone, bien sûr, pour nous parler, pour dialoguer. Vous avez également le Minitel pour avoir des informations complémentaires sur l'émission et sur l'association de Benoît. Et enfin, vous avez un CCP pour aider matériellement Benoît. Aline Koulouvra, vous êtes reporter, vous êtes partie filmer là-bas au Cambodge, c'est vous qui avez réalisé ces petits films. Dites-moi, Benoît parle souvent de Wana. Qui est ce petit Wana? Écoutez, Wana est un enfant orphelin, aveugle, que Benoît a rencontré dans les camps de réfugiés en Thaïlande. Et là, il s'est rendu compte que cet enfant, malgré sa maladie, malgré son handicap, était un enfant extraordinaire. Il pouvait jouer au ballon, au vélo. Et grâce à quoi? Grâce à un enseignement spécialisé qu'il avait reçu dans les camps en Thaïlande. Et ça, c'est donc exceptionnel pour un enfant aveugle? Oh oui, tout au à Cambodge. fait. Oui, tout à fait. La plupart du temps, ce sont des enfants exclus, rejetés par leurs propres parents. Donc ils ont flashé tous les deux, quoi. Oh oui, complètement. Guillaume Argan, vous avez passé 1 an au Cambodge avec Benoît. Vous aussi, vous êtes tombé amoureux de ce pays. Et puis, vous en avez rapporté énormément de photos et vous avez fait une exposition itinérante au Cambodge. Voilà. Amrine, bonjour. Amrine, vous êtes cambodgien, ça se voit. Vous avez quitté votre pays ainsi que votre famille après le régime de Pol Pot, donc en 1980. Et là, vous revenez au Cambodge. Dites-moi, en 1980, c'était si dur qu'il fallait partir? C'est la conséquence de la guerre civile, donc tout le monde quittait le Cambodge. Donc moi-même, je fais partie d'un enfant donc orphelin qui quittait aussi le Cambodge. Et pour moi, c'était plus facile de rejoindre ma famille en France parce que j'étais un orphelin. C'est ça, donc c'était une sorte d'arrangement, mais on peut dire que vous aviez de la chance. Tout le monde n'a pas eu les moyens d'avoir le statut de réfugié politique. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai eu la chance justement, donc, en étant un orphelin. Je me suis inscrit donc, dès mon arrivée dans le camp et je restais 4 mois dans le camp seulement. Donc les camps de réfugiés, il y en a eu énormément, ils étaient pour la plupart… On était très nombreux et puis la condition donc, de vie était épouvantable et c'était très difficile. Donc la majorité des Cambodgiens sont donc réfugiés dans ces camps de réfugiés justement, souvent à la frontière khmer et thaïlandaise. Ces camps ont fermé il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans simplement. Voilà. Et c'est vrai que la vie là-bas est restée très difficile, puisqu'Aline, ce pays est truffé de mines antipersonnelles. Oui, le pays, on en compte à peu près 6-7 millions selon les organisations. 7 millions de mines dans un pays qui n'est pas si grand que ça. Non. Autant de mines que d'habitants quasiment. Presque, oui, tout à fait. Et donc, pour pouvoir repeupler certaines régions qui sont truffées de mines, plusieurs organisations effectuent des séances de déminage. On le voit d'ailleurs sur ces images. Commentez-nous ces images. Écoutez, alors là, ce militaire cherche un fil invisible à l'œil nu qui serait relié à une mine. Et si jamais ce fil est effleuré, la mine explose. Alors, chaque opération est très, très minutieuse. On fait attention évidemment à ne pas sauter sur la mine. Là, on cherche avec un détecteur s'il y a une mine. S'il n'y en a pas, on repousse le bâton de 50 cm en 50 cm. Ça doit prendre un temps fou. Écoutez, actuellement, au rythme où cela va, il faudra plusieurs siècles pour déminer entièrement le Cambodge. Une fois qu'ils ont trouvé une mine, ils vont décider de la faire exploser. Alors pourquoi? Pour qu'elle ne puisse pas resservir. Vous voulez dire qu'on pourrait la réutiliser? Oui, tout à fait. Il suffit de refaire… Mais pour quelle raison
les Khmers utiliseraient ces mines? Bah écoutez, les Khmers rouges peuvent effectivement les reprendre et s'en resservir pour les reposer ailleurs. On en pose encore aujourd'hui en Cambodge. Alors justement, il y a une grande conférence il n'y a pas longtemps sur le déminage et France 2 s'est associé à Handicap International, qui était une des ONG qui s'occupe de déminage donc, au Cambodge. Et le rôle et le combat d'Handicap International, c'est non seulement de déminer, mais de finir par réussir à interdire les mines antipersonnelles, ces armes qui tuent les civils. Donc si vous êtes intéressé par ce combat élémentaire, appelez 3615 code France 2 et vous aurez des informations pour vous relier à Handicap International. Voilà. Alors, Benoît, vous comprenez, travaille dans des conditions très difficiles, dans un pays, on commence à l'expliquer, qui est en situation plus que misérable, une société complètement éclatée, une société corrompue, de l'école jusqu'au gouvernement, pas de structure familiale évidemment, et puis une société où les enfants se font de plus en plus nombreux. Je vous disais tout à l'heure que 50% des habitants ont moins de 15 ans, 25% ont moins de 5 ans. Voilà. Donc 36 68 15 11, n'hésitez pas à nous appeler et tout de suite on regarde un sujet qu'a tourné Aline Koulouvra sur le Cambodge, ça vous donnera une idée de l'état de ce pays aujourd'hui. Entre 6 et 7 millions de mines antipersonnelles truffent la campagne cambodgienne. Ces engins mutilent ou tuent sans discernement 300 civils chaque mois. J'allais chercher du bois dans la forêt et j'ai marché sur une mine. Je faisais du vélo et la mine a explosé. Je pêchais quand la mine a explosé. Porter une prothèse, ça m'aide un peu, mais ça ne remplacera jamais une vraie jambe. Ça me permet de marcher, mais à 60-70% d'efficacité seulement. Quand on est arrivé à Siem Reap, par exemple, la première des choses que l'on ait faites, c'est le déminage, pour essayer de vérifier qu'il n'y avait pas de mine sur le terrain. On n'en a pas trouvé, mis à part une qui était en fait à côté d'un manguier, mais qui avait été oubliée par un militaire, qui n'avait pas été chargé. Un militaire qui passait et qui allait plus loin et qui l'a oublié. Sinon, on a été très concernés, puisque à la frontière thaïlandaise, on a des terrains qui nous ont été donnés par les autorités provinciales et qu'il faut déminer avant de reloger des familles pauvres. Quand on était dans les camps, avant de rentrer au Cambodge, il y a eu énormément de formations, justement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit une mine, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit un signe qui permet de dire il y a une mine sur le chemin, apprendre aux parents à éviter d'aller sur des chemins qui pourraient être minés, apprendre aux enfants à éviter de jouer avec des objets qu'ils ne connaissent pas. Et c'est des mesures qui sont des mesures de protection qui sont élémentaires ici au Cambodge. Aujourd'hui, c'est un Cambodge qui est très appauvri par ces années de guerre, alors qu'en 1965, le Cambodge était dans une situation économique vraisemblablement meilleure que son voisin thaïlandais. Aujourd'hui, il y a 40 ans d'écart entre la Thaïlande et le Cambodge. Donc c'est un Cambodge qui est cassé, c'est un Cambodge qui est détruit, c'est un Cambodge qu'il faut reconstruire. Et la population, elle est un petit peu comme ceci. C'est-à-dire que les années de guerre ont particulièrement éliminé toute l'élite intellectuelle, tous les professeurs, tous les bons, tous ceux qui savaient, tous ceux qui étaient capables de transmettre la culture aux jeunes générations. Et donc on a un Cambodgien qui est très jeune, puisque 50% de la population, 45% de la population a moins de 14 ans. Donc nous, chez Sainte-Meille, on s'est un petit peu donné comme tâche d'aider les enfants en difficulté pour qu'il y ait un développement harmonieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper des enfants des rues, ça veut dire s'occuper des enfants orphelins, ça veut dire s'occuper des handicapés, mais pas seulement en les nourrissant. C'est apporter toujours un soutien moral, un soutien affectif et un soutien éducatif et culturel en fonction des traditions cambodgiennes.
Chaque année, des milliers de femmes, d'enfants fuient la campagne cambodgienne et s'en remettent aux promesses de la ville. Aujourd'hui, Phnom Penh est devenue la capitale des enfants des rues. Ils mendient, volent, fouillent la décharge à la recherche du moindre morceau de fer, de plastique. Et pour survivre, la tentation est grande de se prostituer. Si vous voulez, chaque fois que vous rencontrez un enfant à risque, puisque on parle d'enfant à risque dans ce cas-là, s'il s'est déjà prostitué, on va essayer de lui expliquer justement les conséquences négatives que ça peut avoir sur son organisme et sur son moral, en disant que ce n'est pas un métier qui lui permettra de lui assurer un avenir. Si c'est un enfant qui n'a pas été encore se prostituer, eh on va essayer de le protéger, c'est-à-dire de l'éloigner, de lui permettre d'avoir une confiance en lui-même qui lui permette de dire non, je ne me prostituerai pas. Beaucoup de gens ne cherchent qu'une chose, c'est leur survie quotidienne. Par conséquent, le dollar, puisque c'est la monnaie qui est pratiquée tous les jours, le riel n'ayant pas beaucoup cours, eh bien c'est le dollar qu'on voit chaque fois qu'on voit un étranger. Or nous, il faut que l'on montre justement que c'est le long terme qu'on essaye de développer, c'est leur pays et c'est avec eux et c'est pas pour eux sans eux. C'est avec eux et pour eux et plus tard, eh bien c'est sans nous. Amrine, vous avez quitté la France donc avec votre famille il y a 15 ans. Vous avez fait des études en France, vous vous y êtes mariée. Pourquoi ce retour au Cambodge? Parce que tout d'abord, j'ai quand même eu la chance d'être en France, premièrement, et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir fait des études en France. Et depuis des années, je me suis dit, il faut que ces connaissances me serviront à quelque chose. Donc, je veux être utile donc, à mon pays. Et il y a quelques années, j'ai rencontré donc Benoît Duchâteau. Benoît m'a parlé de ce qu'il fait au Cambodge, de ce qu'il fait pour les enfants, avec les enfants. Donc votre décision, c'était non seulement le Cambodge, mais les enfants de Kruz Artmé au Cambodge. Tout à fait. Donc je suis un passionné d'enfants, j'aime les enfants et c'est à partir de là je me suis décidé de passer à l'acte. Vous en avez des enfants? Pas encore. Alors justement, Benoît a besoin de nous, je vous l'ai dit, 36 68 15 11, n'hésitez pas à nous appeler. Benoît a besoin d'aide parce qu'il a un projet d'ouverture d'école à Battambang. Une ouverture d'école pour enfants aveugles, il y en a déjà une, il en faut une deuxième tellement il y a d'aveugles au Cambodge. Alors Guillaume, Battambang, c'est une région difficile au Cambodge. Pourquoi Benoît a-t-il choisi cette région? Battambang, c'est la deuxième ville du pays, c'est une des provinces les plus peuplées et c'est aussi une province qui est à la frontière de la Thaïlande. Il y a énormément de réfugiés qui étaient partis dans les camps, qui sont revenus s'installer dans cette région et ça reste une région très très difficile. Pourquoi? Parce qu'il reste encore des petites attaques, des escarmouches avec le gouvernement. C'est une région, probablement la province dans laquelle il y a le plus de mines. Qui se bat contre qui? Entre les Khmers rouges et le gouvernement, il y a toujours encore des attaques mutuelles qui font des dégâts dans la province. Il reste des mines, donc c'est encore un endroit très difficile. La ville est relativement sûre, c'est quand même la deuxième ville du pays, mais tout autour, c'est des endroits qui sont très difficiles et les enfants souffrent dans cette région. Mais bon, il y a donc un afflux d'enfants dans cette région qui viennent des camps de réfugiés qui ont fermé il y a 2 ans, voilà. D'où le besoin d'une aide particulière ici dans cette province. Alors, on me fait signe, il y a un téléspectateur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie-Claire, je vous appelle d'Antony. Oui. Bien voilà, moi je voulais savoir si Benoît serait d'accord pour qu'une école d'Antony, dont je fais partie en tant qu'intervenante, chaque enfant pourrait peut-être parrainer un enfant, en ce sens qu'il s'occuperait de lui au niveau de lui envoyer des vêtements, des médicaments, des... oui, écoutez, quelque chose dans ce style. Écoutez, c'est formidable, moi je vous remercie. Benoît, on pourra lui parler très très vite, là je sais qu'il nous entend. Oui. Donc vous proposez en fait une sorte de jumelage entre deux écoles. Un jumelage, voilà, un parrainage de tous nos enfants de l'école. Bon, après en avoir parlé avec le directeur et le groupe d'enseignants, et je pense que ce serait quelque chose de sympathique. Mais écoutez, je vous remercie. Vous ne quittez surtout pas, quelqu'un va vous reprendre, on va prendre vos coordonnées, on va organiser tout ça et merci pour ce premier appel. Je vous en prie.
Alors justement, on parle d'école. Pour savoir ce que nous, on peut faire concrètement depuis la France, regardez, vous allez découvrir ce sujet d'Aline Koulouvra sur l'école des enfants aveugles à Phnom Penh. Située dans la banlieue de Phnom Penh, l'école est ouverte depuis mai 1994. Elle accueille aujourd'hui 27 enfants malvoyants ou aveugles. Au Cambodge, 10 enfants sur 1000 sont atteints de cécité. En fait, je m'étais jamais posé le problème de savoir quelle est l'influence de l'éducation sur les jeunes aveugles jusqu'à ce que je rencontre un jeune gamin qui était chez lui. En fait, j'allais acheter une mobilette dont j'avais besoin pour les programmes et le fils de la personne qui vendait la mobilette était aveugle. Il était sur une chaise, recroquevillé un petit peu sur lui-même comme ceci et qui parlait sans jamais s'arrêter et sans bouger en fait de sa chaise. Et à ce moment-là, j'ai demandé aux parents si ils avaient l'habitude de l'emmener se promener, s'ils avaient l'habitude de lui permettre de voir autre chose. Et on m'a dit, ben non, on ne peut rien faire parce qu'il se cogne partout, il se fait mal, et donc il est mieux sur sa chaise. C'est vrai. Depuis que mon fils va à l'école, il a changé de comportement, d'attitude. J'ai remarqué que mon enfant est plus courageux, plus intelligent, plus vif. Au départ, si vous voulez, il a fallu un petit peu localiser les enfants aveugles, puisque on partait uniquement d'une statistique disant qu'il y aurait 3000 enfants aveugles. Donc il a fallu localiser les enfants, donc faire quartier par quartier pour essayer de savoir où étaient ces enfants. C'était d'autant plus difficile que les parents ne parlent pas forcément justement de ces enfants. L'enfant aveugle, dans un contexte cambodgien, est un enfant exclu. C'est-à-dire qu'on considère que c'est le résultat de ses vies antérieures, c'est la conséquence d'un mauvais karma, si vous voulez. Alors au début, c'est nous qui sommes allés vers les parents en disant, vous savez, cet enfant qui est aveugle, c'est pas un enfant débile, c'est pas un enfant qu'il faut mettre sur le côté, c'est un enfant au contraire auquel il faut apporter une certaine stimulation pour lui permettre de s'ouvrir, pour lui permettre de s'épanouir, un petit peu comme une fleur qui n'a jamais eu l'occasion de s'ouvrir. Est-ce que malgré tout, vous avez des parents qui refusent de vous confier, je dirais, leur enfant? Oui, ça nous arrive surtout dans les familles très pauvres et peu éduquées. C'est le cas notamment quand l'enfant est le moyen de survie pour la famille. Par exemple, le père est handicapé ou le père est mort, la mère a beaucoup d'enfants et l'enfant sert un petit peu de gagne-pain puisque c'est lui qui va aller mendier la nourriture des autres frères et sœurs. Permettre à l'enfant d'aller à l'école, c'est couper la famille de ses sources de revenus. Donc ce que nous proposons, c'est justement d'aider la famille pour que l'enfant puisse quand même aller à l'école. Les causes premières de la cécité sont la rougeole, la malnutrition, c'est-à-dire les carences en vitamine A. Dans les campagnes, surtout, les parents ne comprennent pas les risques, le danger pour leur enfant. Parce que ces gens sont croyants, ils ne font pas confiance aux médecins, souvent dépourvus de médicaments, mais préfèrent rendre visite aux guérisseurs et se soigner par les plantes. En plus, ils habitent loin des hôpitaux, donc ils ne viennent pas consulter. Mais surtout, ils sont pauvres et n'ont pas les moyens de payer la consultation. 70% des enfants aveugles sont aveugles pour des raisons qui auraient pu être évitées si on les avait soignés à temps. Et je crois que ça permet de mettre un petit peu l'attention sur ce problème des yeux. Et des familles viennent maintenant nous amener leurs enfants quand ils commencent à avoir un problème d'yeux. Donc on réfère à ce moment-là l'enfant vers l'hôpital. Pourquoi ils ne vont pas directement à l'hôpital? Eh bien parce que
Les médecins étant quasiment pas payés, le médecin a besoin de faire payer la consultation et le prix de la consultation est souvent un frein ou voire une barrière pour les gens de familles pauvres qui n'emmènent pas leur enfant consulter. Krusartme m'a amené un enfant de 5-6 ans juste à temps. J'ai pu le guérir. Cet enfant parvient à voir, mais il a encore des séquelles. Dans la société cambodgienne, un enfant aveugle est un fardeau. Alors, délaissé, 60% de ces enfants meurent dans les 2 ans qui suivent leur cécité, de malnutrition, d'infections chroniques ou encore de noyade. Aline, pourquoi Benoît a-t-il choisi de s'occuper d'enfants aveugles? Écoutez, il faut savoir qu'au Cambodge, il y a 6 fois plus d'enfants aveugles qu'en France. Bon, en effet, c'est énorme. Et c'est encore plus difficile pour eux puisque les conditions de soins et les conditions de vie sont invraisemblables. Écoutez, c'est déjà difficile de vivre dans un pays qui sort de 21 années de guerre. Lorsque vous êtes en bonne santé, alors lorsque vous êtes aveugle, c'est encore plus compliqué, d'autant que dans la société khmer, un enfant aveugle, un enfant handicapé sera un enfant rejeté, même par ses parents. On a quelqu'un en ligne, je vous écoute. Allô? Pardon? Oui, je vous écoute. Allô? Allô, oui. Bonjour, voilà, moi c'est Myriam, j'ai 30 ans, j'habite à Paris. Je voudrais savoir quelles sont les formalités pour pouvoir intégrer l'association, éventuellement partir pendant 1 an au Cambodge. Eh bien écoutez, c'est simple, vous prenez votre Minitel, 3615 code France 2, les ailes de l'espoir, vous avez plein d'informations. Et puis sur le volontariat également, sur l'association, mais ne raccrochez pas avant d'avoir laissé vos coordonnées et merci à vous d'avoir appelé. D'accord, merci. Merci à vous. Alors je sais qu'on a Benoît en ligne. Benoît, vous nous entendez? Oui, bien sûr. Bonjour Béatrice. Bonjour Benoît, vous êtes à Phnom Penh? Absolument. Il fait nuit, quelle heure est-il? Nous, il est 2h10 pratiquement, 14h10. Il est 8h08 exactement à ma montre. Du soir il fait nuit depuis 6h30 à peu près. Et tout d'abord, puisque je suis l'émission depuis tout à l'heure, je voudrais dire un grand merci à France 2 de nous permettre de montrer aux millions de téléspectateurs français le travail et l'espoir que nous essayons de donner ici aux enfants cambodgiens. Eh bien, écoutez, on est ravis d'être avec vous aussi. Alors justement, Benoît, vous avez besoin de nous et on est content vraiment de vous avoir en direct parce que vous avez un projet, un grand projet. Quel est-il? Absolument. Le projet, c'est de construire une seconde école pour enfants aveugles à Battambang. On avait ouvert donc la première école que vous avez dû voir dans les images en 94 et aujourd'hui, on va essayer de monter une deuxième école à Battambang qui est la 2e ville du Cambodge. Alors vous avez quoi? Quels moyens avez-vous pour construire cette école? Pour le moment, vous avez quoi? Aujourd'hui, depuis samedi, donc on a le terrain puisque Sa Majesté le roi Sihanouk nous avait fait part du projet de nous donner un terrain et j'ai été signé avec le gouverneur de la province le terrain donc qui est au bord de la rivière en plein centre-ville de Battambang. D'accord. Alors Aline, vous êtes allée tous les lieux. Vous allez nous dire un peu de quoi Benoît a-t-il besoin pour justement créer cette école? Écoutez, Benoît a besoin bien évidemment d'une voiture parce que ces enfants aveugles ne peuvent pas se déplacer seuls. Donc pour pouvoir aller les chercher, les amener à l'école, Benoît tient tout particulièrement à ce que ces enfants ne dorment pas dans l'enceinte de l'école, mais restent dans leur famille. Lorsqu'ils sont orphelins, sont accueillis par une autre famille et ensuite viennent à l'école. L'école est un lieu où l'on apprend, pas où l'on vit. Benoît a besoin également, pour construire cette école, bien évidemment, de matériaux de construction. Il en a besoin pour au moins 4 salles de classe. Benoît espère accueillir dans cette future école au moins une 30aine d'enfants, avec Phnom Penh qui en accueillera dans quelques temps 50, Battambang une 30aine. Petit à petit, on arrivera peut-être à aider beaucoup d'enfants aveugles. Ce sont des enfants comme nos enfants. Ils ont besoin d'apprendre à compter, à lire. Pour apprendre à compter, un enfant aveugle, qu'il soit cambodgien ou français, a besoin d'un boulier. Donc les bouliers seront les bienvenus. Et puis également,
pour apprendre à lire, à écrire. Un papier spécifique au braille est nécessaire, un papier qui résiste et qui permet aux enfants de suivre avec leurs doigts, de suivre les caractères braille. Et puis, c'est ce qu'on disait, ce sont des enfants comme les nôtres. Ils ont envie de jouer, d'apprendre la musique. Ils ont envie également de vivre. Et donc, il serait important de leur donner des jeux et des instruments de musique. Alors bon, vous voyez, il y a vraiment beaucoup à faire. Alors justement, pour nous encourager, nous motiver un peu, on a fait appel à des entreprises avant de démarrer l'émission. Et des entreprises déjà ont répondu à notre appel et je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, je sais qu'on a un téléspectateur encore en ligne. Allô, on a quelqu'un en ligne? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Oui. Béatrice. Bonjour, je vous entends. Allez-y. Je m'appelle Lionel, j'ai 40 ans. J'ai une formation, j'ai Bac+4, j'ai fait une formation médicale, mais malheureusement sans diplôme. Et je serais très intéressé pour aider ces Cambodgiens que je connais, qui sont un peuple fantastique. Bah écoutez, merci de nous appeler. Surtout, continuez à nous regarder, laissez vos coordonnées, prenez plein d'informations au 36 15 France 2 et surtout laissez-nous vos coordonnées. On vous proposera, et même au cours de l'émission, on va vous proposer ce que vous pouvez faire concrètement pour nous. Voilà. Écoutez, je sais qu'il y a des dizaines d'appels, donc c'est vraiment formidable. Alors, justement, quand on est aveugle, on n'a pas beaucoup de moyens de communiquer. Les moyens de communication qui nous sont réservés, ce sont les livres. Mais alors, ces livres ne sont pas des livres comme les nôtres, bien évidemment, c'est du braille. Le braille khmer n'est pas le braille français. Et quand on a peu de moyens sur place, justement, fabriquer, éditer un livre en braille du cours préparatoire, par exemple, ça a pu prendre 6 mois. Regardez ce sujet, Visna, qui est responsable des éditions de livres en braille, nous raconte ses difficultés. Pour enseigner aux aveugles, il a fallu traduire des livres scolaires en braille khmer. La mise en place du programme a pris beaucoup de temps. On a rencontré énormément de difficultés. Techniquement, traduire des livres ordinaires en braille, c'est difficile. Et en plus, on manque de matériel. Alors pour traduire le livre du cours préparatoire, un livre de 100 pages, on a mis 6 mois. Avant, je voulais être moine, mais on m'a expliqué que, comme je suis aveugle, je ne peux pas le devenir, car les bonzes n'ont pas le droit de toucher les femmes. Depuis que je vais à l'école, je rêve de devenir professeur de musique. Aline, vous avez rencontré ces enfants, vous les connaissez, racontez-nous un petit peu. Écoutez, Kanika, que vous venez voir en fin de sujet, qui est cette petite fille qui chante, est une enfant qui, il y a encore un an seulement, était repliée sur elle-même, ne sortait presque jamais de chez elle et avait pour seule compagne, je dirais, une radio. Et c'est grâce à cette radio qu'elle a pu apprendre le chant que vous avez entendu, qui est un chant sur la prostitution au Cambodge. Et Sok, ce petit enfant qui joue de la harpe avec des élastiques et qu'on a vu nager tout à l'heure, c'était quoi son histoire? Sok est un enfant très étonnant et très attachant aussi. C'est un enfant qui, lorsque Benoît l'a amené à l'école, mendiait devant les temples d'Angkor. Il jouait de la flûte, ce qui lui permettait de rapporter de l'argent pour faire vivre sa famille. 36 68 15 11, plus un numéro de CCP qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à nous appeler. Je souhaiterais reparler à Lionel, qu'on a eu tout à l'heure en ligne. Lionel qui a 40 ans, qui connaît bien le Cambodge, qui a une formation médicale. Lionel, vous avez le profil idéal. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Oui, je vous écoute. Ah, très bien. Alors, dites-moi, vous seriez prêt à partir rapidement? Ah, moi, quand vous voulez. Bah, écoutez, justement, vous allez voir, on va parler de volontariat. Qu'est-ce que vous avez fait au Cambodge? Au Cambodge, j'ai été en tant que touriste. Je me suis déjà un peu promené. J'ai été à Siem Reap et aux alentours de Phnom Penh. Et c'est tout. Je ne suis pas resté très longtemps, je n'y étais qu'un mois. Il y a combien de temps? Il y a 1 an. Bon, mais vous avez déjà une bonne idée du Cambodge. Oui, quand même. Écoutez, vous avez le profil idéal, donc Tant mieux. je suis sûre qu'on va faire quelque chose. Surtout, ne quittez pas et laissez bien vos coordonnées. D'accord. Voilà, alors je vous parlais tout à l'heure des dons des entreprises. C'est vrai, on vient de m'apporter une petite fiche. Alors, nous avons des dons de la part de la Commission des sports pour handicapés visuels,
Nous avons aussi des dons de la part d'Enfance Espoir qui donnent pour la 2e fois des choses à Cruz-Artmey, de la clinique Les Magnolias également, et de l'entreprise Tomatex qui va justement transporter tous ces dons dont je viens de vous parler de la France au Cambodge. Donc vraiment, c'est encourageant. N'hésitez pas à nous appeler, le CCP s'affiche régulièrement, vous voyez, on s'en lasse pas. N'hésitez pas à nous appeler, 36 68 15 11. Je crois qu'on a un téléspectateur encore en ligne. Allô? Ah non, il y a un petit son bizarre. Est-ce que Benoît, vous êtes toujours là? Benoît? Toujours là, et c'est assez amusant parce que Wana est à côté de moi et Wana entend les bruits qui passent de la télévision, donc il essaye de coller son oreille à l'écouteur, mais malheureusement j'ai l'écouteur pour moi et c'est difficile d'entendre. Alors vous lui traduisez un petit peu ce qui se passe? Ben, j'essaye de lui expliquer un petit peu ce qui se passe de l'autre côté avec 6 heures, en lui expliquant que là-bas il fait jour, etc. Bon, alors vous savez, Benoît, qu'on a déjà une imprimante, qu'on a déjà différents éléments, ordinateurs, etc. Tout à l'heure, Aline nous parlait des besoins. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié? Je sais que vous avez besoin de plein de choses, bien sûr, mais... Absolument. Bon, pour construire, vous savez qu'il faut de l'argent, et c'est surtout ça dont on a besoin, puisque on peut pas faire venir des matériaux, on a besoin de fonds pour pouvoir construire les bâtiments. Et chaque fois que des téléspectateurs peuvent nous envoyer de l'argent qui nous permettent de construire, eh bien nous, ça nous permet de voir un peu des jeunes gamins qui vont pouvoir apprendre comme Wana à marcher, à se débrouiller, Benoît. etc. Merci Benoît pour cette précision. C'est vrai que c'est important. De demander de l'argent, c'est pas par hasard, hein, c'est pas par hasard, c'est qu'avec de l'argent on peut acheter des choses sur place, on peut faire travailler des gens sur place. Il est beaucoup plus facile d'acheter des vêtements, des cahiers, des livres sur place que, même malgré toute votre gentillesse, de nous les proposer ici. Ce serait trop compliqué de les stocker, de les envelopper, de les trier, de les réparer et de les transporter au Cambodge. Donc l'argent, c'est beaucoup plus facile. CCP, voilà pourquoi il s'affiche souvent. Ça permet sur place, tout de suite, immédiatement, efficacement, d'aider Benoît. Alors, on parlait tout à l'heure d'aide. On a assez de parler d'argent, on parle aussi d'aide de volontaires. On avait Lionel tout à l'heure en téléphone. Justement, Benoît a besoin de volontaires qui aillent sur place, sur le terrain, travailler avec lui. On a un sujet que vous allez regarder tout de suite. Vous allez découvrir Elisabeth. Elle est américaine, elle est d'origine asiatique, c'est peut-être pas un hasard, et elle travaille pour Benoît depuis très peu. Regardez. Mon travail est d'apprendre aux professeurs qui enseignent aux enfants aveugles. Je suis une sorte de consultant. Je leur apprends comment travailler avec les enfants aveugles. J'essaie de mettre les professeurs dans la même situation que les enfants qui ne voient pas. Ils vivent la même expérience que les enfants aveugles, pour qu'ils sachent ce qui est dur et comment rendre les choses plus faciles. J'enseigne la psychologie des enfants, le comportement, l'orientation, la mobilité, les astuces de la vie de tous les jours, tout ce qui concerne l'éducation des enfants. Quand vous pouvez voir, la vue vous donne la plupart des informations. Quand vous avez perdu la vue, vous devez utiliser vos autres sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Et ceux qui ont le plus d'importance, à mon avis, c'est l'ouïe et le toucher. Vous devez utiliser ces sens autant que possible. Pourquoi une école pour enfants aveugles? J'aime enseigner, j'aime les enfants, et ces enfants sont attachants. C'est un bonheur de travailler avec eux. Benoît, vous êtes toujours avec nous? Tout à fait. Ah, super. Écoutez, est-ce que vous pouvez nous rappeler le profil de ces volontaires dont vous avez besoin?
Si vous voulez, ici, pour la gestion des projets, on utilise différents volontaires et plus particulièrement des volontaires qui ont une capacité de gestion, une capacité de comptabilité. Et pour l'école pour enfants aveugles, eh bien, s'il y avait un spécialiste qui a enseigné avec des jeunes aveugles, eh bien, ce serait parfait. Bon, est-ce que quelqu'un, alors par exemple, qui appelle, qui dit « moi j'ai plein de bonne volonté, j'ai du temps, je suis très motivé, j'ai envie d'aller là-bas, mais j'ai pas de formation spéciale pour les aveugles, mais je suis prêt à tout apprendre », est-ce que ça peut vous rendre service ou est-ce que franchement, ce serait trop compliqué ? Le problème, c'est qu'il est difficile souvent d'avoir des gens qui n'ont pas quelque chose de précis à apporter, dans la mesure où ce que l'on essaye de faire, c'est donner d'abord les responsabilités aux Cambodgiens pour assurer le long terme. C'est aux Cambodgiens de se prendre en charge et notre travail, c'est justement de leur faciliter le travail et de les aider, de les former pour qu'ensuite ils puissent complètement prendre les responsabilités. Bon, donc alors, il est préférable d'avoir des gens spécialisés. Bon, alors ce que je vous propose à tous, ceux qui nous écoutent, ne vous découragez pas, hein. Si vous n'êtes pas un expert en cécité, appelez-nous quand même, faites-nous des propositions assez précises. Vous voyez, Benoît a besoin d'indications assez précises pour pouvoir vous guider, vous dire oui, ok, ça peut marcher ou non, écoutez, tant pis, ça ne marche pas, mais je connais une autre organisation qui que, etc. Non, ne vous découragez pas, appelez-nous 36 68 15 11 plus ce CCP et le Minitel. Alors, je voulais juste préciser une chose, Benoît, c'est que ce volontaire qui va venir chez vous, ce n'est pas pour des vacances, ce n'est pas pour 2 mois, c'est pour 1 an. Il sera logé, il aura de quoi vivre, mais il doit payer son billet d'avion. Pourquoi ? Absolument, parce qu'on cherche à avoir des gens qui sont motivés et des gens qui viennent apporter justement quelque chose et non pas qui viennent prendre des vacances. Ils sont là pour apporter un coup de main aux Cambodgiens et non pas essayer de vivre sur des budgets. On essaye au maximum que quand 100 francs nous est donné en France, eh bien ce soit 100 francs utilisés complètement pour les enfants et que ce ne soient pas des salaires qui soient versés à des étrangers. Bon, ok, écoutez, c'est une bonne idée, c'est pour prouver sa bonne motivation. On a quelqu'un au téléphone, je vous écoute, bonjour. Allô ? Allô, oui. Oui. C'est à moi de parler. Oui, ça vous parler, je vous écoute. C'est Alain, à Grenoble. Oui. Je viens de reprendre ma retraite. Alors tout d'abord, je voudrais dire à Benoît de ne pas déprimer, car son travail est admirable et suscite, je pense, un exemple extraordinaire. Tout à fait. Je viens de prendre la semaine dernière ma retraite et j'ai demandé à mes collègues de ne pas me faire de cadeaux, mais de rassembler l'argent qui était destiné à faire ce cadeau, de rassembler cet argent pour qu'il soit retransmis à 2 associations, à savoir Crous Harkney, dont j'avais déjà entendu parler préalablement, car Benoît était venu faire une conférence à Mélan, à côté de Grenoble. Donc, oui, c'est vrai que Benoît est savoyard. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi. Oui, voilà pourquoi. C'est le circuit savoyard. Voilà. Et donc, ça revient de Savoie maintenant, ou à côté. Et qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui alors ? Eh bien, ce que je propose aujourd'hui, c'est que je voulais faire savoir que cette formule a été très bien reçue par mes collègues lorsque je leur ai proposé de reverser l'argent à cette association, ainsi qu'à aussi une association de réfugiés tibétains. Et donc, que voilà une bonne idée, peut-être, qui pourrait être reprise par d'autres. Donc voilà, je comprends. En fait, vous incitez les gens qui prennent leur retraite à dire non, surtout pas de cadeau, je ne veux pas, voilà. Mais en revanche, vous pouviez faire une petite collecte pour Crous Harkney. Voilà, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est une bonne idée. Voilà. Je ne sais pas si elle sera suivie, mais écoutez, c'est une bonne idée. En tout cas, en attendant la collecte, eh bien, écoutez, CCP, Minitel, 36 15 code France 2, les ailes de l'espoir, et le téléphone où nous joindre quand vous voulez, 36 68 15 11. Alors, justement, pour donner de l'espoir à Benoît, rappelez-vous les ailes de l'espoir en Roumanie. En Roumanie, c'était il y a quelque temps, et grâce à vous, grâce à vos dons, grâce à votre aide, on a pu changer énormément de choses sur place. C'est grâce à vous encore, regardez. Un des points noirs qui a été résolu après l'émission de télévision, c'est le chauffage et l'eau chaude. C'est vrai que c'était extrêmement important pour la pouponnière puisque nous n'avions ni eau chaude en continu et un chauffage aléatoire l'hiver. Le don de la chaudière va permettre de remédier ce problème. Le chauffage sera définitivement installé pour l'hiver. Fini les semaines entières sans bain pour les enfants. Avec l'argent des téléspectateurs, on a pu acheter des machines à laver de collectivité, ce qui était un autre des points noirs de la pouponnière, ce qui fait que maintenant, on n'aura plus de problème au niveau du lavage du linge. Ces machines sont actuellement en cours de livraison et d'installation. Elles sont destinées à laver chaque jour plus de 120 paires de draps et autant de vêtements d'enfants. Je veux commencer par remercier à tous les téléspectateurs qui ont envoyé des chèques, à toutes les entreprises qui ont
Fededon qui permet au personnel de la pouponnière d'avoir un travail plus facile, de s'occuper plus des enfants et qui donne aussi aux enfants le joie d'avoir de nouvelles jouets, de nouveaux vêtements. Dans l'acception générale, les enfants de la pouponnière sont des enfants handicapés, mais ils sont tout à fait normaux, des enfants qui ont les mêmes besoins comme un enfant d'une famille. Les mêmes besoins de santé, de nourriture, de propreté, mais le même besoin d'amour et de repères fixes dans leur vie. La pédagogie qu'on a cherché à mettre en place à la pouponnière est une pédagogie qui essaye d'éviter les carences affectives en institution en individualisant la relation adulte-enfant. C'est-à-dire que dans la journée, il y a des moments privilégiés de relation entre l'adulte et l'enfant, comme le bain, le repas, où l'enfant est seul avec son infirmière et l'infirmière est à ce moment-là toute disponible pour cet enfant. Grâce à vos dons, les conditions matérielles sont moins préoccupantes. Les éducatrices et infirmières peuvent désormais se consacrer plus longuement à chaque enfant. Je crois que l'émission pour tout le personnel de la pouponnière, c'était un petit peu comme un rêve. C'est-à-dire que tous les gens ici avaient essayé de mettre tout leur cœur pour que les enfants puissent vivre dans des conditions les plus favorables possibles, mais les conditions matérielles, c'était un petit peu comme une épée de Damoclès à chaque fois, qui risquait de faire déraper les choses et de décourager les gens. C'est vrai qu'on a tendance à souvent dire qu'en Roumanie, les choses sont statiques, ne bougent pas beaucoup. Et je crois qu'à l'Arrache, ça donnait une autre image de la Roumanie. Ça donnait un espoir au fait que, effectivement, des choses sont possibles en Roumanie et que des choses existent en Roumanie. Si le pari est gagné pour Marilyn et sa pouponnière, le père Marc Alric a eu moins de chance. Rappelez-vous, le père Marc avec sa grande barbe, sa boulangerie et ses enfants des rues. C'était la deuxième partie de l'émission, peut-être que vous étiez un petit peu essoufflé. En tout cas, il a encore besoin d'argent. Pardon de vous en redemander, il en a encore besoin pour acheter un four et surtout pour transporter le matériel qu'on a pu lui donner, le transporter de France en Roumanie. Donc un petit coup de pouce pour le père Marc. Voilà, justement, vous savez que les ailes de l'espoir, c'est vous demander de l'aide, c'est bien sûr aider un projet, mais c'est également vous tenir au courant de ce que vous faites. Et vous tenir au courant de ce que vous faites, c'est retourner sur le terrain et comme on le fera pour le Cambodge, vous montrer ce que grâce à vous, grâce à vos dons, on a pu faire. Et concrètement, vous l'avez vu, ça change beaucoup de choses. Alors, dites-moi, Amrine, je voulais vous poser la question depuis le début de l'émission. Vous avez un foulard autour du cou qu'on appelle un krama au Cambodge. Et ce krama, je crois, sert à tout. Écoutez, ce krama, c'est un objet formidable qui sert à tout, c'est-à-dire à se protéger contre le soleil, à s'essuyer donc la sueur. Utilisé comme maillot de bain. Voilà. Et ce qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure, une dame qui berçait son enfant, a utilisé aussi comme ficelle. Et vous, Guillaume, quand vous êtes retourné, quand vous êtes allé au Cambodge, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous touche le plus? Je crois que le plus marquant, c'est ces enfants qu'on a vus dans l'école pour enfants aveugles. Moi, à l'époque où j'étais au Cambodge, l'école était en construction. À la fin de la construction, on a amené les enfants pour la première fois. Ils étaient prostrés, terrorisés. C'était pour la plupart la première fois qu'ils sortaient de chez eux. Et de les voir un an après, et même ça a été très très vite, comme ça, retrouver le sourire, réapprendre à vivre, je crois que c'est une constatation générale sur l'état du Cambodge. Ça a l'air tout bête, mais c'est essentiel. C'est un pays qui a vécu énormément d'horreur. Et quand on voit qu'avec des petites choses comme ça et énormément de motivation, comme le fait Benoît, et on réussit à reconstruire, à retrouver ses enfants, à leur redonner l'envie de vivre et la joie de vivre, c'est extraordinaire. Et ça, c'est le plus marquant. Ce que fait Benoît, c'est donc pas inutile. C'est l'air d'une goutte d'eau, mais c'est vraiment important. C'est une somme de choses qu'on additionne et qui finit par faire avancer. C'est vrai qu'il ne faut pas se décourager parce que... Alors justement, voilà. Je sais qu'on a plein d'appels. J'arrive pas à prendre tout le monde parce qu'il y a vraiment trop de monde. Peut-être que je peux prendre quelqu'un très vite. Allô? 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 Oui, allô? Je vous entends. Allô? Oui, je vous entends, allez-y. Bonjour, je m'appelle Cathy. J'habite à Dinan en Bretagne. J'ai vécu pendant plusieurs années au Cambodge où j'ai enseigné aussi bien à des jeunes qu'à des adolescents. Oui. J'y étais en période de guerre, de 72 à la fin 74. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Moi, je serais prête à repartir dans ce pays. Magnifique. Ne quittez pas, on prend vos coordonnées. C'est formidable. Je vous remercie. Écoutez, Benoît, vous êtes là toujours? Vous nous dites au revoir? Oui, toujours. Est-ce que Wana est avec vous? Wana est juste à côté de moi. Est-ce qu'il peut nous dire au revoir en khmer? Oui, il va vous dire un petit mot. Je vous le passe. Wana? Wana?
Allô? Oui, Awana. Bonjour. 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 Eh bien, écoutez, merci Wana, merci Benoît, merci surtout à vous. Merci à vous. N'hésitez pas à nous contacter. Minitel 3615 code France 2, le CCP qui s'affiche sur votre écran. Cette demande et cette aide pour Benoît va se poursuivre dans les jours et dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et vous savez, la prochaine fois, nous ferons le bilan sur le Cambodge. Grâce à vous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a pu faire concrètement sur le terrain? Merci à vous et à la prochaine fois. Au revoir. Yeah.